Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le 15e plan quinquennal de la Chine pour la période 2026 à 2030 ne se limitera pas à tracer le chemin du développement du pays pour les 5 prochaines années. Il aura également un impact profond sur la coopération économique mondiale. À ce moment clé, comment la Chine peut-elle s'ouvrir encore davantage au monde par le biais de son nouveau mode de développement et comment le monde peut-il profiter de ces opportunités? Pour en discuter, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux invités sur le plateau. Monsieur Ding Yifan, économiste et professeur à l'Institut de gouvernance mondiale et de développement de l'Université Renmin de Chine, et Monsieur Bernard De Witt, président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Pendant le 14e plan quinquennal, la Chine a poursuivi un développement de haute qualité malgré de multiples défis. Pour commencer, pourriez-vous chacun résumer en quelques mots clés les réalisations majeures de cette période? D'abord, Monsieur Ding. Ah oui, le 14e plan quinquennal était très important dans le développement de la Chine parce que c'est une période déterminante du point de vue de la technologie. La Chine a fixé des limites assez élevées sur semi-conducteurs, sur la technologie de 5 générations, etc. etc. Même pour les centrales nucléaires de la 4e génération, ainsi que le développement de l'énergie renouvelable. Et maintenant, si on regarde les résultats accomplis, ou les accomplissements du 14e quinquennal, la Chine est devenue le plus grand producteur de l'énergie renouvelable, solaire, éolienne, etc. La capacité de production de l'énergie renouvelable de Chine, dans cette période-là, a atteint le niveau rigueur du monde. La Chine, aujourd'hui, est capable de produire autant d'électricité avec des instruments renouvelables, de l'énergie renouvelable, capable de satisfaire la demande de l'électricité de la Russie, du Canada, du Japon, etc., etc. Donc c'est beaucoup. Sur la Chine même, comme la Chine est devenue la première puissance électrique dans le monde, l'énergie renouvelable dans l'électricité, dans la capacité de production électrique représente à peu près 30%. 28 à 30%. Ce qui a dépassé les espérances du 14e plan quinquennal. Et vous, Monsieur De Witt, comment résumez-vous les réalisations de la Chine durant le 14e quinquennal? Tout comme le professeur Ding, je distinguerai d'abord sur le plan économique. On a remarqué quand même une croissance stable autour de 5%. On a relevé aussi des investissements dans les infrastructures modernes comme la 5G, les transports verts, les énergies propres. Sur un plan technologique, comme le disait Monsieur Ding, eh bien, on a vu des progrès extraordinaires en matière d'intelligence artificielle, de semi-conducteurs, de véhicules électriques, dans l'espace également. Sur un plan écologique, on a vu, je dirais, une transition vers un développement vert et bas carbone avec justement la multiplication des projets d'énergie renouvelable. Je relèverai également sur le plan social l'accent mis sur l'éducation, sur la protection sociale qui a été renforcée et sur la diminution des inégalités régionales. Et donc, Monsieur Ding, d'après vous, quels enseignements majeurs pouvons-nous tirer de la mise en œuvre du 14e quinquennal? Oui, mais c'est la constance. Si on regarde tout cela, c'est la constance. L'année 2025 marque la fin de ce 14e quinquennal, mais c'est aussi l'année de la clôture du plan de développement de la manufacture, c'est-à-dire le plan Made in China 2025. Donc, pendant 10 ans,
Nous avons fait programmer et développer beaucoup de technologies qui sont aujourd'hui à la tête du monde. Comme M. De Witt a cité, les véhicules électriques, le développement de l'énergie renouvelable, le TGV, la technologie de TGV, tout cela était en 2016, fixé à l'horizon de 2025, cette année, comme les objectifs de développement ambitieux. Mais aujourd'hui, quand on regarde les accomplissements du Made in China 2025, nous avons bien dépassé les objectifs déjà fixés dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans le domaine de production de semi-conducteurs, des puces, etc., et la Chine a dépassé ses objectifs. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque l'administration Trump menace la Chine de couper la livraison des puces américaines à la Chine dit oui, tant pis pour ça, on a suffisamment de puces aujourd'hui et on a suffisamment d'instruments de production de semi-conducteurs parce que les Américains ont interdit par ce qu'on appelle l'Arms Jurisdiction, c'est-à-dire une instrumentalisation de leurs droits, de leurs lois pour interdire des sociétés européennes de vendre des équipements de production de semi-conducteurs à la Chine. Et la Chine a franchi le seuil de la production de ce genre d'équipements. La Chine peut produire des équipements et des puces. Aujourd'hui, tout cela était défini il y a 10 ans et on a tout de même réussi à surmonter les obstacles, les barrières technologiques, etc. Tout cela, ce sont des accomplissements du 14e plan quinquennal. Et à votre avis, quelle transformation structurelle de l'économie a eu l'impact les plus significatifs? Il y en a beaucoup, parce que la Chine est en train d'entrer dans une société, disons, une société de vieillissement, avec une population vieillissante. Du coup, il faut un peu plus de production ou de force productive de nouvelle qualité, comme on dit. Donc, la Chine a fait beaucoup de progrès dans l'automatisation de sa production industrielle et manufacturière, si bien qu'aujourd'hui, dans le sud-est de la Chine, vous avez un nombre invraisemblable d'entreprises et d'usines qui sont appelées des usines noires, c'est-à-dire des usines qui n'ont pas besoin d'être illuminées, car sur la chaîne de production, ce sont des robots. On n'a plus besoin d'être humain pour assurer la production des produits manufacturiers. Et maintenant, tout est fait automatiquement. Et Monsieur De Witt, du point de vue des entreprises européennes, quelles sont les principales évolutions du marché chinois? D'abord, ce qui frappe, c'est l'ouverture ciblée, la montée en gamme du marché intérieur chinois, avec une amélioration de la transparence réglementaire, l'encouragement des investissements étrangers, notamment dans des secteurs stratégiques. Je relève la consommation de qualité, transition vers digitalisation, ce qui a amené également des opportunités d'affaires pour les entreprises européennes qui sont spécialisées dans ces domaines. Il y a des partenariats qui se sont noués dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du recyclage, de la mobilité électrique. On l'a vu également dans l'industrie pharmaceutique, avec, je dirais, les solutions également portuaires et logistiques, où là aussi des partenariats se sont fait jour et se sont développés. On a vu également que dans le domaine des services financiers, la Chine s'est ouverte, avec donc des possibilités pour les entreprises spécialisées dans le domaine chez nous. Là où je pense qu'il y a un effort encore à faire, c'est en direction des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où l'on a remarqué qu'après la crise du Covid, les grandes entreprises européennes étaient restées sur place en Chine, mais un certain nombre de petites et moyennes entreprises, durant la crise du Covid,
se sont rapatriés en Europe et tout l'enjeu maintenant est de les faire revenir en Chine pour justement accompagner en quelque sorte ce nouveau développement que connaît votre pays. Et pour vous, quels sont les résultats les plus marquants de la coopération sino-européenne dans cette période? Oh, mais je dirais, comme je vous l'ai dit, les résultats, on les trouve dans des domaines notamment de l'énergie verte, où il y a eu, je dirais, un certain nombre de partenariats. On a vu aussi, par exemple, nous avons en Belgique une société qui a développé l'importation de panneaux solaires pour développer des réseaux de distribution électrique qui a connu un grand succès, qui est maintenant rentré en bourse. Donc là, ce sont des éléments, je dirais, qui sont importants. Je pense aussi que de plus en plus d'entreprises dans le secteur automobile, par exemple, ont des liens maintenant avec les grandes entreprises chinoises. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut d'abord penser en termes de coopération, en termes de partenariat potentiel, avant de penser en termes de mise en place de barrières douanières ou autres. Alors, par rapport au 14e plan quinquennal, le contexte macroéconomique du 15e plan a profondément évolué. Selon vous, quels mots-clés pourraient mieux caractériser le développement de la Chine pour les 5 prochaines années, Monsieur Ding? Pour les 5 prochaines années du développement de la Chine, la situation internationale est compliquée et complexe. Car on ne sait pas, parce qu'avec l'administration Trump, il y a toutes sortes de complications de la politique macroéconomique. Principalement, par exemple, si vous regardez, lorsque le président Trump a menacé d'élever le droit de douane sur les produits chinois à plus de 100%, ceci a provoqué une chute de la bourse de New York. D'ailleurs, sur le marché, et ce qu'on appelle les monnaies numériques ont aussi connu une chute spectaculaire. Tout cela démontre que les liens sont étroits entre l'économie chinoise et l'économie américaine. Si le président américain ou si l'administration Trump allait continuer à appliquer une politique économique un peu n'importe comment, ça risque de provoquer une grande crise. Et la crise va traverser d'abord l'Atlantique, donc ça va toucher l'Europe, mais va traverser aussi le Pacifique. Ça va toucher l'Asie, dans un monde de plus en plus globalisé, et la chaîne de production était globalisée déjà. Donc ce genre de décision un peu arbitraire de la part de la plus grande économie du monde aurait des impacts très importants sur la Chine aussi, mais sur l'Europe. Donc tout l'environnement extérieur aurait des caractéristiques un peu imprécis et imprévues jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je pense que le gouvernement chinois va essayer de réajuster instantanément la politique économique pour s'adapter aussi à une situation aussi compliquée. Il y a ça. Mais sur le plan technologique, on voit une poursuite, une continuation de ces technologies, surtout avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans la production industrielle. Dans le sud de Chine, etc., on a remarqué que dans beaucoup de secteurs, ils ont essayé d'introduire des éléments de l'intelligence artificielle dans le processus de l'industrie pour rendre la production plus intelligente. Les robots sont munis de l'intelligence artificielle. Les robots donc, sont disposés à produire, standardiser et produire ont des effets beaucoup plus performants. Surtout en ce sens que le taux de productivité sera élevé et la qualité des produits sera élevée et la standardisation de la production serait assurée aussi par une espèce de processus d'automatisation. Quel est votre point de vue, Monsieur De Witt? Alors d'abord,
je trouve que parfois, en Europe ou à l'extérieur de la Chine, on dit on ne sait pas où va la Chine, tout ça est un peu mystérieux. En réalité, lisons les plans quinquennaux. Les plans quinquennaux sont très clairs quant aux objectifs de la Chine et du gouvernement chinois. Ils ne cachent rien. Et je vois ici, pour le 15e plan quinquennal, je pense au terme innovation, ouverture, durabilité, sécurité économique. Innovation, parce que, et vous l'avez dit, professeur Ding, on vise l'autonomie scientifique, technologique, on stimule l'économie numérique, l'intelligence artificielle, la robotique notamment, et tout ça aura un impact sur les relations, je dirais, avec l'Europe et les possibilités de coopération avec des entreprises européennes. Je pense aussi à l'ouverture, je dirais, économique qui se poursuit avec le renforcement de zones de libre-échange. Je pense par exemple à l'île de Hainan qui devient un port franc et qui a de très grandes ambitions dont on doit tenir compte. Il y aura davantage, on avait dit, d'investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. Et donc, on voit que l'objectif, c'est finalement de construire une économie mondiale interconnectée et inclusive. Et donc, avec des répercussions pour nos entrepreneurs européens. On continue évidemment avec la transition verte, neutralité carbone. C'est, je dirais, un élément très important quand on voit que du côté américain, la politique du gouvernement américain est de freiner en quelque sorte cette transition énergétique qui avait été entamée par la précédente administration. Ici, un pays aussi important que la Chine continue, va plus loin, ce qui lui apportera des opportunités économiques importantes, je crois. Et là, je pense que nous pouvons être sur la même longueur d'onde au niveau européen. Et donc, je pense que ici, nous avons des points communs que l'on retrouve dans le 15e plan quinquennal. Alors, Monsieur Ding, pour vous, quelle nouvelle politique la Chine pourrait-elle prendre pour optimiser l'environnement d'affaires et consolider la confiance des investisseurs étrangers? En Chine, donc, il y a encore une plus grande ouverture, il y a plus grande assurance de l'ouverture. En fait, on a fait adopter des lois dans des secteurs spécifiques. Dommage que le protocole ne soit pas mis en application substantive par le Parlement européen. Autrement, l'accord d'investissement que la Chine avait conclu avec l'Union européenne aurait pu être appliqué et l'ouverture de l'économie chinoise aux entreprises européennes était un grand avantage pour les entreprises européennes, car ce sont des privilèges que la Chine avait envisagé de donner à des entreprises étrangères, européennes en Chine par rapport aux autres entreprises américaines, japonaises, etc. etc. Mais malheureusement, cet accord a été suspendu à cause de ce conflit un peu politique et qui est lié à des sanctions réciproques, plus la guerre en Ukraine. Tout cela a empêché la mise en application de cet accord. Mais la Chine est prête à faire appliquer unilatéralement certaines règles qu'on avait prévues dans ce protocole. Et je pense que dans le 15e plan quinquennal, la Chine serait beaucoup plus ouverte, surtout pour accueillir des investissements européens dans ces domaines-là, en fonction de l'accord qu'on avait déjà conclu, mais qui n'était pas approuvé par le Parlement européen. Et pour les entreprises européennes, Monsieur De Witt, face au développement des forces productives de la nouvelle qualité en Chine, d'après vous, comment ces entreprises européennes peuvent ajuster leur stratégie pour s'intégrer plus efficacement aux nouveaux modes de développement en Chine? Et je crois que les entreprises européennes, d'abord, suivent
avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Chine et les mesures qui sont annoncées. Il y a une grande attente, notamment quant à des signaux clairs de stabilité, d'ouverture, de prévisibilité. On a noté une ouverture accrue du marché et je crois que ça c'est très important. Les entreprises étrangères insistent également beaucoup sur ce qu'ils appellent le traitement équitable des entreprises étrangères et je crois que le gouvernement chinois a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine et nous espérons que cela continuera. On espère aussi le renforcement de la transparence réglementaire, la meilleure protection de la propriété intellectuelle, un accès élargi au marché public et au marché financier chinois qui permettent là aussi d'élargir les opportunités d'affaires dans différents secteurs. L'on vise aussi la transition verte qui sera, je dirais, un enjeu majeur et où là aussi nous avons des entreprises spécialisées en Europe qui ne demandent pas mieux que de nouer des partenariats stratégiques avec les entreprises chinoises. Il y aura de la coopération également dans l'innovation et la numérisation. L'on espère aussi du côté des entreprises européennes que le gouvernement chinois permettra le renforcement du secteur privé en Chine, qui est un secteur extrêmement dynamique et qui, là aussi, permet une certaine souplesse dans l'économie. Voilà un peu, je dirais, ce que l'on espère, que l'on attend et vers quoi on espère aller. Et pour terminer sur ce que le professeur Ding avait dit en parlant de ce projet d'accord de Comprehensive Agreement on Investment qui était, je dirais, qui avait été noué entre la Commission européenne et le gouvernement chinois, qui n'a pas été approuvé par le Parlement européen. J'espère que dans les prochains mois, les années qui viennent, nous pourrons trouver peut-être des formes un peu adaptées de ce type de partenariat, de convention, parce que je pense que du côté du secteur privé européen, il y a des demandes d'aller plus loin dans la coopération avec les entreprises chinoises. Et maintenant, face aux défis mondiaux majeurs tels que le changement climatique, la santé publique ou encore la gouvernance de l'intelligence artificielle, Monsieur Ding, d'après vous, quelles doivent être les priorités de la coopération sino-européenne? En fait, il y a beaucoup de choses à faire entre l'Europe et la Chine. En fait, les objectifs et les efforts sont à peu près identiques en Europe et en Chine. Aux États-Unis, c'est un peu particulier parce que le gouvernement fédéral, à 2 reprises, s'est retiré de protocole de changement climatique. Donald Trump, pendant son premier mandat, s'est retiré de l'accord de Paris. Et maintenant, à nouveau, lorsqu'il est revenu à la Maison-Blanche, il s'est retiré aussi à nouveau de l'accord de Paris. Donc, à part cela, l'Europe s'engage encore à suivre les règlements de l'accord de Paris, etc., pour essayer de réduire l'émission carbone, etc. Et la Chine est un champion dans ce domaine-là. Si on regarde le progrès que la Chine a réalisé dans ce domaine-là, je pense que dans les 5 ans à venir, pendant le 15e plan quinquennal, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Non seulement dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, dans la réduction de l'émission carbone, mais aussi dans le développement de l'intelligence artificielle, que ce soit sur le contrôle et sur l'application, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Car dans le monde, la Chine est en concurrence avec les États-Unis seuls, les États-Unis et la Chine se concurrencent sur les technologies de l'intelligence artificielle. Les caractéristiques de l'intelligence artificielle sont telles que finalement, parce qu'elles sont ouvertes, elles offrent des services gratuits. Donc de plus en plus, les entreprises européennes pourraient profiter
de l'intelligence artificielle chinoise pour inventer leur application, pour utiliser l'intelligence artificielle chinoise dans leur travail et dans leurs études. Ce qui a été déjà en train de se passer aux États-Unis. Par exemple, le sondage récent montre qu'au Silicon Valley, à peu près 80% d'entreprises nouvelles, des entreprises technologiques nouvelles, utilisent plutôt l'intelligence artificielle chinoise que l'intelligence artificielle américaine. Parce que le service de l'intelligence chinoise sont ouverts de sources ouvertes et gratuits. Donc, pour des entreprises nouvellement créées, mais dans le domaine technologique, l'usage de IA chinois est plus performant et plus pertinent, en fait, pour cela. Donc, je pense que dans ce domaine-là, il y aura des opportunités de coopération entre la Chine et l'Europe dans ce domaine-là. Et M. De Witt, quel est votre point de vue? Mais je pense aussi que l'enjeu pour les entreprises européennes sera de renforcer leur présence locale avec des partenariats industriels, des co-entreprises ou des centres de recherche et développement en Chine. Je crois que ce sera un point important. Je vois aussi peut-être viser une approche plus collaborative que concurrentielle en misant sur la complémentarité des savoir-faire avec, je dirais, de la technologie européenne, de l'industrialisation chinoise et vice-versa. Je pense aussi que nous devons viser au niveau européen une meilleure connaissance des priorités politiques et économiques chinoises, avec, je dirais, dans le domaine de l'innovation technologique, dans le domaine de la sécurité industrielle. Et enfin, je pense que on doit viser à l'innovation conjointe et durable, soutenue par la digitalisation, soutenue par la formation locale, par la gouvernance responsable. Ce sont des points, je pense, très importants. Je crois aussi que la Chine et l'Europe peuvent renforcer leur coordination et leur coopération au sein de l'Organisation mondiale du commerce, dans ces organisations internationales où nous avons intérêt, je dirais, à une politique économique plus ouverte qui permet justement de renforcer nos capacités mutuelles. En fait, je soutiens totalement l'argument de M. De Witt. Il a lancé un appel pour la reconstruction des autorités de l'OMC. Parce que l'OMC représente tout de même une plateforme de négociation multilatérale et une espèce de justice du commerce international, alors que les États-Unis, depuis plusieurs administrations, sont en train de démolir cette organisation et elle a rendu d'abord le mécanisme d'arbitrage commercial paralysé et maintenant il relève unilatéralement le droit de douane en dépit de l'opposition, en dépit des règlements de l'OMC. Et donc, il y a une urgence de sauver ce système multilatéral, de sauver ce système, cette affiliation des Nations Unies. Donc, de ce point de vue, je pense que la Chine et l'Europe ont des intérêts communs. Merci M. De Witt et Monsieur Ding d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci Madame. Merci Professeur. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.